5e séance consacrée à la deuxième séquence d'histoire du programme de la classe de 3e intitulée « Les conséquences de la Première Guerre mondiale ». Donc nous sommes toujours en train d'évoquer le traité de Versailles et sa paix manquée. Et après avoir évoqué les circonstances de la rédaction du traité de Versailles, nous allons maintenant voir pourquoi ce traité de Versailles a complètement manqué son objectif d'imposer en Europe une paix durable. On dit que le ver est dans le fruit, et bien effectivement les causes de l'échec du traité de Versailles sont dans le contenu des 440 articles du traité de Versailles du 28 juin 1919. Alors rassurez-vous, on ne va pas les étudier un par un. J'ai fait une sorte de compilation, j'ose pas dire un best-of, parce que ce serait plutôt le contraire. Et je vais vous faire découvrir quelques-unes des clauses, des articles, si vous voulez, du traité de Versailles, en vous rappelant que rien n'est négociable, pas même la moindre virgule, et que les négociateurs allemands ne sont pas des négociateurs, ce sont des signataires. Ils signent ou ils ne signent pas, mais rien n'est modifiable dans le contenu du traité de Versailles. Il faut dire que les Alliés ont déjà eu assez de mal à se mettre d'accord entre eux, donc pas question de changer quoi que ce soit au texte. Alors, on va reprendre les articles les uns après les autres et voir concrètement pourquoi chacun d'entre eux est plus inacceptable pour l'Allemagne que le précédent. Alors là, les articles 42 et 43 marquent apportent très nettement la marque de l'état-major français. L'état-major français qui aurait rêvé d'en finir avec l'Allemagne, aurait rêvé d'une offensive, d'une dernière offensive qui aurait permis aux Alliés de pénétrer à l'intérieur du territoire allemand et d'en finir avec l'armée allemande. Mais malheureusement pour l'état-major, eh bien, l'armistice de Rotonde leur a coupé en quelque sorte l'herbe sous le pied. Mais néanmoins, l'état-major s'assure de l'impossibilité pour l'Allemagne de constituer à nouveau une menace contre la Belgique et surtout contre la France, puisque les articles 42 et 43 interdisent à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications sur la rive gauche du Rhin et sur la rive droite du Rhin sur une largeur de 50 km. La rive droite du Rhin, elle est à l'est, à droite. La rive gauche, elle est à gauche, elle est à l'ouest, puisque le Rhin s'écoule du sud vers le nord et se jette dans la mer du Nord. Donc ça veut dire que ces territoires restent allemands, restent sous souveraineté allemande, mais ils sont complètement démilitarisés. Sont interdits l'entretien et le rassemblement de forces armées allemandes dans cette zone. Donc ça veut dire que s'ils prenaient fantaisie à la Belgique et à la France de vouloir envahir l'Allemagne, ce qui sera d'ailleurs le cas en 1923, eh bien ça sera un jeu d'enfants pour les Belges et les Français, puisque dans cette région qui est en plus une région économiquement clé, c'est la Rhénanie, c'est la région du Rhin, les usines Krupp notamment, rappelez-vous le programme 4e, eh bien l'Allemagne ne sera pas en capacité de se défendre et ne pourra pas fermer la porte à une invasion belge ou française. L'Allemagne ne se faisait pas d'illusions, elle savait que les colonies africaines conquises par les Alliés, notamment les Britanniques, l'Allemagne savait qu'il faudrait tirer un trait dessus, que ces colonies étaient perdues définitivement. L'Allemagne savait aussi que la France chercherait à récupérer l'Alsace et la Lorraine, les fameuses provinces perdues
perdu par la France lors du traité de Francfort de 1871. Et comme la France avait quelques inquiétudes concernant notamment l'allié américain Wilson, qui ne voyait pas vraiment pourquoi la France chercherait à récupérer l'Alsace et la Lorraine, eh bien la France, dès le 11 novembre 1918, avant même la signature du traité de Versailles, avait occupé militairement l'Alsace et la Lorraine, à la fois pour mettre l'Allemagne devant le fait accompli, mais aussi pour mettre les alliés britanniques et américains devant le fait accompli. L'Alsace et la Lorraine sont redevenues françaises dès le 11 novembre 1918, par la force, et il est évident pour l'Allemagne que le traité de Versailles va officialiser l'événement. Et donc, effectivement, l'article 51 rend officiellement, définitivement, l'Alsace et la Lorraine à la France. Bon, ça, les Allemands, ils s'y attendaient. C'était le principal but de guerre français en 1814. Donc ça, c'était le prix à payer pour la défaite de 1918. Par contre, et là, les Allemands ne s'y attendaient pas, et alors pour eux, ça a été la douche froide. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'Allemagne perde d'autres territoires que l'Alsace-Lorraine et que les colonies africaines. Alors, je n'évoque même pas les 3 petits cantons qui sont donnés à la Belgique pour punir l'Allemagne de l'avoir violée en 1914. Je ne parlerai même pas du territoire conquis par l'Empire allemand dans les années 1860 et que les Alliés ont rendu au Danemark, qui était pourtant un pays neutre, qui n'avait rien demandé et qui va donc récupérer un demi-siècle après ce que l'Allemagne lui avait pris par la force un demi-siècle plus tôt. Mais là où c'est proprement inacceptable pour l'Allemagne, eh ben, c'est que l'Allemagne a perdu des territoires qui ont été donnés à la Tchécoslovaquie. Et le problème, c'est que ces territoires étaient essentiellement peuplés d'Allemands. Des Allemands qui se retrouvent des étrangers dans un pays qui était le leur avant la signature et qui n'est plus le leur après. Des Allemands qui vont d'ailleurs pas forcément être très bien vus et considérés par leurs nouveaux concitoyens tchécoslovaques. Mais c'est aussi le cas pour l'Autriche, qui, après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, cherche à fusionner avec l'Allemagne, et l'Allemagne se voit interdire la fusion avec l'Autriche. L'Allemagne reconnaît, respectera l'indépendance et frontières de l'Autriche, de l'État tchécoslovaque et de la Pologne. Si l'Allemagne tente de modifier en quoi que ce soit ses frontières, c'est la guerre. Si l'Allemagne tente de fusionner avec l'Autriche, quand bien même les Autrichiens seraient d'accord, c'est la guerre. Si l'Allemagne touche à ses frontières avec la Pologne, c'est la guerre. Or, c'est peut-être là le plus inacceptable. Parce que non seulement les Alliés ont donné à la Pologne, à la toute nouvelle Pologne, des territoires qui là encore étaient peuplés d'Allemands et qui se retrouvent du jour au lendemain polonais, alors que la veille encore ils étaient allemands. Donc ça c'est difficile à accepter. Mais surtout, alors officiellement, pour donner à la Pologne un accès à la mer Baltique, mais il ne faut pas être naïf, c'est surtout pour embêter l'Allemagne, eh bien le traité de Versailles impose ce fameux corridor de Danzig, ce couloir de Danzig. D'ailleurs, Danzig, c'est le mot d'origine allemande, hein. On dira Gdansk en polonais. Eh bien, ce corridor de Danzig, que j'ai cerclé de rouge, coupe littéralement l'Allemagne en deux. Et c'est voulu. C'est pour punir l'Allemagne, c'est pour l'humilier encore un peu plus. Le berceau natal de l'Allemagne, c'est-à-dire la Prusse orientale, hein, est détaché du reste du pays par ce corridor polonais. Et n'est finalement accessible au reste de l'Allemagne que par voie maritime, à travers la mer Baltique.
Ça, pour les Allemands, c'est inacceptable. Mais c'est à prendre ou à laisser. Les articles 160, 171, 173, 198 que j'ai fusionnés montrent là encore la volonté des Alliés de faire en sorte que l'Allemagne ne soit plus jamais une menace militaire pour ses voisins en Europe. Le fait est que l'Allemagne a vendu chèrement sa peau. L'Allemagne a failli gagner 10 fois la guerre. L'Allemagne s'est battue sur 2 fronts. L'Allemagne n'a été vaincue qu'au bout de pratiquement 5 ans de guerre, et encore il a fallu que les Américains débarquent en masse. C'est dire la puissance militaire de l'Allemagne. Donc il est prévu désormais qu'il n'y aura pour ainsi dire plus d'armée allemande, parce qu'une armée allemande limitée à 100 000 hommes, c'est ridicule. Pour mémoire, 100 000 hommes, l'armée allemande en a perdu beaucoup plus, je crois au moins 150 000, rien que lors de l'offensive de Verdun. Ils en ont perdu, les Allemands, encore beaucoup plus lors de la bataille de la Somme. Donc une armée de 100 000 hommes, autant dire que c'est une armée qui n'existe plus. D'autant que cette armée sera privée d'artillerie lourde, sera privée d'aviation, sera privée de chars d'assaut, les fameux tanks, sera privée aussi des sous-marins, qui sont désarmés et qui sont détruits. Et oui, les fameux sous-marins qui sont la cause, encore une fois, de l'entrée en guerre des États-Unis. Donc c'est un pays qui est désarmé, qui garde une force de police, tout juste capable d'empêcher l'Allemagne de basculer dans la révolution bolchevique, mais c'est tout. Du reste, le service militaire en Allemagne est interdit. Comme ça, on s'assure chez les Alliés que l'Allemagne ne représentera plus une menace militaire. Ça aussi, pour un État aussi militariste que l'Allemagne, avec une forte tradition militaire, c'est difficile à accepter. Mais le pire, c'est peut-être l'article 231. Celui-là, c'est peut-être le plus difficile à avaler, parce qu'il faut le reconnaître, c'est le plus injuste. L'Allemagne reconnaît qu'elle et ses alliés sont responsables pour les avoir causés de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés. Alors, c'est vrai que l'Allemagne ne s'est pas toujours très bien conduite pendant cette guerre. C'est vrai que les viols, les massacres de civils belges en août 1914 ont pesé lourd sur l'image qu'a laissée l'Allemagne pendant cette guerre. Rappelez-vous l'affiche de propagande américaine Mad Brute. Bon. C'est vrai que les Allemands ont bombardé Paris, et même Londres parfois, par voie aérienne. Rappelez-vous la grosse Bertha, les canons. Bon, c'est vrai que les Allemands ont commis beaucoup de destructions, mais les accuser de tout, et pourquoi pas, pendant qu'on y est, du génocide arménien, alors qu'ils n'y ont pas participé, c'est très injuste. Bon, vous n'avez pas à votre programme les causes de la guerre, soit, mais dire que tout est de la faute de l'Allemagne, c'est extrêmement injuste. C'est vraiment faux. Et on ne peut quand même pas accuser les Allemands d'avoir commis la totalité des destructions. Eh bien si. Et parce que l'Allemagne est moralement responsable, c'est la première fois dans l'histoire d'un traité de paix, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on impose une responsabilité morale aux vaincus. Et ça, c'est difficile à avaler, parce qu'en plus, parce que l'Allemagne est responsable, et du coup, il va falloir qu'elle répare. Et ça va être l'article 232. Les gouvernements alliés exigent, donc là c'est pareil, ça ne se négocie pas, que soient réparés tous les dommages causés à la population civile des Alliés et à ses biens. Alors encore une fois pas les Russes, puisque les Russes ont fait comme s'ils n'existent plus, donc il n'y a pas de dégâts imposés à la Russie. Mais par contre, dans les zones de combat du front, en Belgique
et en France en particulier, là, il va falloir que les Allemands payent la facture. Et le terme réparation est intéressant, parce que c'est le terme qu'on emploie sur le plan judiciaire. Un condamné doit réparer sa faute, son tort, envers la société et envers ses victimes. Et comme les Allemands, par exemple, et ça, d'ailleurs, de leur part, c'était pas vraiment une bonne idée, il faut le reconnaître, comme les Allemands, par exemple, avant de quitter le nord de la France, ont multiplié les destructions. Ils ont scié, par exemple, tous les arbres fruitiers en Alsace. Ils ont noyé les mines de charbon pour les rendre inutilisables. Ça, c'était pas très fair-play de leur part. Eh bien, les Allemands vont payer. Et par exemple, ce petit territoire qui doit être le plus petit Länder allemand, la Sarre, que j'ai cerclé de rouge, qui est frontalier avec la France à hauteur de la Lorraine. Eh bien, la Sarre va rester certes territoire allemand, mais les mines de charbon de la Sarre, qui sont intactes puisqu'elles n'ont pas été détruites, eh bien, les mines de charbon de la Sarre sont confiées exclusivement à l'usage de la France. C'est-à-dire que pendant 15 ans, le moindre boulet de charbon extrait des mines allemandes de la Sarre ira chauffer les chaudières françaises. Et le tout, bien entendu, gratuitement, au titre des réparations imposées à l'Allemagne, à la France. Et ça, évidemment, pour les Allemands, c'est inacceptable, parce que, outre l'aspect moral, c'est surtout accepter la ruine économique du pays. Donc à l'arrivée, on se retrouve avec toute une gamme de sanctions, de punitions, auxquelles les Allemands ne s'attendaient pas nécessairement. Ils savaient évidemment que le traité de Versailles allait les sanctionner pour leur défaite, mais ils ne s'attendaient pas à une telle dureté de la part des vainqueurs. Donc, si on récapitule, je vous propose dans ce petit exercice assez simple de surligner en rouge ce qui relève des sanctions militaires, des punitions militaires, en bleu des sanctions économiques, en jaune des sanctions morales et en vert des sanctions territoriales. Et vous comprendrez que les signataires allemands du traité de Versailles, ils en ont vu littéralement de toutes les couleurs. Bon, sauf erreur de ma part, voilà le corrigé de l'exercice que je viens de vous proposer de faire. Je vous en laisse prendre connaissance. Mettez-moi sur pause le temps de corriger les éventuelles erreurs. Alors pour en finir avec cette problématique du traité de Versailles, il faut nous intéresser aux réactions que le traité de Versailles a suscitées, et notamment en France. Alors en France, bon, il n'y a peut-être pas eu unanimité, je ne peux pas vous promettre que tous les Français ont réagi de la même manière au traité de Versailles, mais très clairement, en France, on reste sur sa faim. Et c'est vrai que Clémenceau a été obligé d'adoucir certaines volontés françaises, notamment celle de l'état-major, de rayer purement et simplement l'Allemagne de la carte. Et du coup, l'historien français Jacques Bainville se fait un peu le porte-parole de ces Français qui ont été déçus par le traité de Versailles, qui espéraient quelque chose de plus brutal encore imposé à l'Allemagne. Il le dit d'emblée, c'est une paix trop douce. Parce que certes, on va punir l'Allemagne, on l'oblige à reconnaître sa responsabilité morale, tout ça c'est bien gentil, d'accord, on va la mettre à l'amende, lui faire payer les réparations, tout ça c'est très bien,
Mais pour Bainville et pour beaucoup de Français, on n'a pas rayé l'Allemagne de la carte. On laisse l'Allemagne capable de disposer des ressources et des forces d'une soixantaine de millions d'Allemands, c'est-à-dire beaucoup plus que la France. Et ça veut dire que c'est qu'une question de temps pour que l'Allemagne reconstitue ses forces, au point de violer les clauses du traité de Versailles, de reconstituer une armée et de redevenir une menace. Et là, Bainville, il est littéralement dans la boule de cristal ou dans le marc-café ou dans le tarot. Là, véritablement, il est en train de décrire l'avenir. Il ne sait pas encore qu'un Hitler apparaîtra en Allemagne pour réarmer l'Allemagne, mais c'est ce qu'il prévoit. L'Allemagne réarmera et l'Allemagne voudra retrouver sa puissance. Et le traité de Versailles ne l'empêchera pas. Mais si en France, beaucoup trouvent que finalement ce traité de Versailles est beaucoup trop doux, beaucoup trop faible envers l'ennemi allemand, bah, ailleurs, chez les Alliés, c'est un peu le contraire. Et vous avez, alors déjà, le Sénat américain refusera de ratifier le traité de Versailles. Et du coup, d'ailleurs, le président Wilson, son projet de Société des Nations ne sera pas reconnu par les États-Unis, ce qui est quand même un comble quand on sait que c'est quand même le président des États-Unis, Wilson, qui l'a voulu, ce projet de Société des Nations. Bon. Mais vous avez aussi un économiste très réputé, John Maynard Keynes, auteur du keynésianisme, c'est-à-dire cette politique qui veut que l'État mène en temps de crise des grands travaux pour soutenir l'économie, ce qu'on appellera l'État-providence, qui vient au secours des plus faibles par des allocations, notamment chômage ou autre. Bon, ce John Maynard Keynes, lui, c'est un économiste et il s'intéresse aux conséquences économiques du traité de Versailles. Et pour lui, faire payer par l'Allemagne toutes les dépenses de guerre, ruiner l'Allemagne, c'est la pire des idées que pouvaient avoir les Alliés. Parce que à ruiner l'Allemagne, à humilier ainsi l'Allemagne, eh ben, on va la pousser à la vengeance, et finalement, la paix sera perdante. Et lui aussi, d'une certaine manière, Keynes, il prévoit l'avenir. Et c'est bien malheureux que lui aussi n'ait pas été écouté. Et alors, bien sûr, les Allemands, eux, ils sont partagés entre l'effarement et la colère. L'effarement parce qu'ils ne pensaient pas être traités aussi brutalement. Ils ont cru naïvement que d'arrêter la guerre avant d'être envahis, ça allait les mettre à l'abri justement de ce qu'on va leur imposer. Ils pensaient pouvoir négocier, et en fait ils ne négociaient rien. Et encore une fois, le traité de Versailles, il est inacceptable. Mais encore une fois, les Allemands sont au pied du mur. S'ils ne signent pas, c'est la reprise de la guerre. Et là, c'est clair que l'Allemagne, c'est qu'une question de temps avant que l'Allemagne ne soit envahie. Et ça veut dire que le traité à venir sera encore pire. Donc en clair, les Allemands n'ont pas le choix. Et ils vont signer ce qu'ils considéreront comme un diktat, c'est le mot allemand, c'est-à-dire quelque chose qui leur est imposé. C'est du chantage, ils ont le couteau sous la gorge,
Et d'ailleurs, l'ancien chancelier allemand d'avant-guerre, le prince von Bülow, dans ses mémoires, hein, il nous décrit le traité de Versailles comme comment dire, un brigandage, comme un braquage, comme une agression. Hein, L'Allemagne est tombée dans un coupe-gorge et l'Allemagne n'a pas le choix. Mais donc il parle de paix honteuse. Alors déjà que les Allemands, ils ont en travers de la gorge d'avoir perdu une guerre qu'ils auraient dû gagner 10 fois, on leur impose quelque chose qui est inacceptable. Donc c'est clair que d'abord ils vont faire tout ce qu'ils vont pouvoir pour se dérober à leurs obligations. Par exemple, c'est clair qu'ils vont tout faire pour ne pas payer les réparations. Ils vont faire ce qu'ils vont pouvoir pour garder un semblant d'armée. C'est évident, ils vont tricher, parce que de toute façon, la règle du jeu qu'on leur impose est inacceptable, donc ils vont tout faire pour tricher. Et puis, si jamais un homme parvenait au pouvoir avec comme programme de déchirer page par page le traité de Versailles, eh bien, tout est possible. Or cet homme, ça sera Adolf Hitler 20 ans plus tard. Donc la paix de Versailles est une paix ratée. Du coup, il est plus que temps d'en arriver à la trace écrite de la leçon et de mettre fin à la séance. Hein. Donc le diktat qui humilie les Allemands. Imposé à la toute jeune République de Weimar, le traité de Versailles est vécu comme un diktat. Outre la perte de son empire colonial et la restitution à la France de l'Alsace-Lorraine, il inflige à l'Allemagne de lourdes réparations au titre des dommages de guerre. Il crée surtout des problèmes de nationalité en coupant le pays en deux parties séparées par le corridor polonais de Danzig. L'attribution à l'Allemagne de la responsabilité morale de la guerre est une humiliation inédite, c'est du jamais vu, hein, propice à nourrir le nationalisme revanchard germanique. Et oui, c'est désormais à l'Allemagne de préparer sa revanche. Et la France n'a qu'à bien se tenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon apprentissage et à bientôt.